Compte rendu de la 46e réunion du Conseil de ministres. Le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé ce vendredi 6 juin 2025 à la Cité de l'Union africaine, la 46e réunion du Conseil de ministres. 4 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du président de la République, chef de l'État. 2. Points d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil de ministres. 4. Examen et adoption de textes. La communication du président de la République a porté sur 2 points principaux, à savoir de la récurrence des braquages et vols à main armée à Kinshasa. Le président de la République a commencé sa communication par la ville de Kinshasa, qui est confrontée à une recrudescence alarmante des braquages et des vols à main armée. Ces actes criminels, désormais fréquents et d'une audace préoccupante, se produisent en plein jour dans des quartiers résidentiels, sur les axes routiers principaux, à proximité de supermarchés et établissements publics. Ces phénomènes sèment l'insécurité, alimentent la peur au sein de la population et portent gravement atteinte à la quiétude des habitants ainsi qu'à la stabilité économique et sociale de la ville. Les incidents se multiplient au point qu'aucun mois ne s'écoule sans que les Kinois ne déplorent un cas de braquage. Des victimes sont parfois ciblées de manière violente jusqu'à subir de tirs lorsqu'elles résistent. Les derniers cas en date survenus le vendredi 30 mai 2025 a vu un groupe de criminels s'attaquer à des cambistes opérant sur le site de l'université de Kinshasa. Face à cette situation intolérable, le président de la République a rappelé l'impératif de rétablir l'ordre, la sécurité et la confiance des citoyens. À cet effet, il a instruit le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde-sceaux, le vice-premier ministre, ministre de la Défense, à mobiliser sans délai les services compétents pour mettre en œuvre une riposte vigoureuse, coordonnée et durable face à cette vague criminelle. Les mesures à mettre en œuvre devront inclure le renforcement des opérations de sécurité sur l'ensemble du territoire urbain de Kinshasa, des patrouilles intensifiées et une surveillance accrue dans les zones sensibles, en particulier durant les heures de pointe, l'augmentation visible des effectifs des polices, des policiers et militaires le long de grands axes dans les quartiers à risque et autour des zones commerciales, un durcissement de la répression et des poursuites judiciaires contre les auteurs de ce genre d'actes de banditisme, la poursuite de l'opération Ndobo, l'organisation de procès publics pour favoriser l'exemplarité et la dissuasion avec transfert des condamnés dans des prisons éloignées de leur milieu d'origine afin d'empêcher tout réseautage criminel. Le deuxième point de la communication du président de la République a porté sur la mise en œuvre du Fonds souverain de la République démocratique du Congo. Face aux mutations économiques mondiales et à la compétition accrue pour les ressources naturelles, le président de la République soutient que notre pays doit impérativement transformer sa richesse en outil de souveraineté, de stabilité et de prospérité partagée. Notre richesse n'a de valeur réelle que si elle est transformée grâce à des politiques visionnaires, des institutions solides et une gouvernance rigoureuse. C'est dans cet esprit qu'il a été mis en place le Fonds minier pour les générations futures pour préserver une part de revenus en faveur des générations futures. Le moment est donc venu pour notre pays de se doter d'un fonds souverain, véritable instrument de transformation économique qui sera alimenté par le fonds mine ainsi que par d'autres structures nationales pourvoyeuses de ressources publiques. Ce nouveau véhicule financier aura pour mission d'investir une part de revenus miniers sur le marché international afin d'en accroître la valeur, financer à long terme des infrastructures essentielles, routes, hôpitaux, écoles, barrages, zones industrielles, projets agricoles structurants, soutenir la
diversification de l'économie via l'innovation, l'industrialisation, les PME et l'entrepreneuriat local, constituer une épargne intergénérationnelle pour léguer un capital productif aux générations futures, stabiliser l'économie face à la volatilité des prix de matières premières, appuyer les programmes prioritaires dans le programme de développement local de 145 territoires. Le président de la République a également précisé que le Fonds souverain agira de manière agile et stratégique en conformité avec le principe de Santiago, garantissant la transparence, l'indépendance et la performance. Il devra incarner notre volonté de bâtir une économie résiliente et souveraine, libérée de la dépendance à l'aide extérieure ou la rente immédiate. À cette fin, il a instruit la Première ministre, avec le concours du vice-premier ministre ministériel de l'économie nationale, celui du plan des finances, des mines et de la gouverneure de la Banque centrale, à élaborer un projet de texte définissant la création, l'organisation et les fonctionnements du fonds préconisé. À lui d'insister, je cite, « Ces projets devra traduire notre ambition collective de doter la nation d'un instrument souverain, performant et durable, capable de transformer nos ressources naturelles en richesses productives, de soutenir une croissance inclusive et de garantir à notre jeunesse un avenir à la hauteur de son potentiel. Il s'agira d'un levier structurant pour consolider notre indépendance économique, impulser les développements à long terme et bâtir dès aujourd'hui l'héritage des générations futures. » Fin de citation. Au deuxième chapitre du Conseil de ministres de ce jour relatif aux points d'information, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a présenté le rapport sur l'état et l'administration du territoire. L'état d'esprit de la population demeure calme, a été marqué notamment par la satisfaction de l'opinion publique nationale consécutivement à l'élection de la RDC en qualité de membre non permanent du Conseil de sécurité pour la période 2026-2027, saluant par ces faits cet acte qui marque de nouveau la présence de la RDC dans le concert des nations. Des inquiétudes dues à la poursuite des cas d'enlèvement des jeunes et des tueries sous prétexte de combattre la criminalité dans les zones sous occupation de forces rwandaises et leurs alliés du M23. Au sujet du banditisme et de la criminalité, il est revenu sur les déroulés des opérations Ndobo qui se poursuivent dans les provinces de Kinshasa, Congo central, Haut-Katanga et Kwango. Elles seront étendues incessamment dans les provinces du Lualaba et de la Chopo. Un recul d'actes a été constaté au regard des statistiques enregistrées avant les opérations. Pour ce qui concerne Kinshasa, en ce qui concerne les braquages qui inquiètent la population, des mesures ont été prises et des opérations engagées ont permis, entre autres, de mettre la main sur certaines bandes qui ont été déférées devant les instances judiciaires. Convaincu que la gouvernance sécuritaire, à la base, est une stratégie qui permet à nos populations de s'approprier de cette question, il a annoncé les lancements prochains, après Kinshasa, Congo central, Haut-Katanga et Kwango, des comités provinciaux locaux de sécurité dans la province du Lualaba. Il a conclu son rapport en abordant les questions relatives aux catastrophes ainsi qu'aux situations des sinistres pour terminer à la situation de frontière. Dans sa suite, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, a pour sa part abordé la situation opérationnelle dans les provinces sous occupation, mais aussi la situation dans la périphérie de la ville-province de Kinshasa. Au sujet de la situation épidémiologique, la ministre d'État, ministre de l'Éducation, représentant le ministre de la Santé en mission, a fait le point de la situation, essentiellement celle liée à Mpox et au choléra. Elle a présenté les statistiques à la 21e semaine. Pour ce qui concerne les Mpox, les opérations de riposte se poursuivent, y compris de vaccination dans plusieurs zones de santé. Le site de Kibali Gold est opérationnel depuis le 1er juin 2025, par exemple. Au sujet du choléra, comparé à la semaine précédente, la tendance à la 21e semaine est marquée par une baisse du nombre de nouveaux cas. Les dispositifs de riposte est tout aussi opérationnel. Par ailleurs, elle est revenue sur la participation
le 4 juin dernier, à une réunion de haut niveau de chefs d'État de l'Union africaine qui a été convoquée et présidée par le président zambien Hakainde Hichilema sur l'engagement de lutte contre le choléra. Le président de la République y avait pris part. À l'issue de cette réunion, tous les chefs d'État se sont engagés en vue d'harmoniser la coordination régionale pour un plaidoyer de mobilisation de ressources dans la lutte contre le choléra, un fléau continental. L'objectif est de stopper cette épidémie et à terme l'éradiquer. Note d'information relevant du secteur de transport, le vice-premier ministre, ministre de Transport et Voies de communication, a présenté au Conseil une note d'information relative aux travaux qui se déroulent dans 2 aéroports internationaux de la République démocratique du Congo. Le premier projet relatif au développement et à la construction de l'aéroport international de Njili par l'entrepreneur Infrarose. Ces projets prévoient un nouvel aérogare de 48 000 m² pouvant accueillir initialement 5 millions de passagers par an avec intérieur et aménagement ainsi que tous les utilitaires modernes. Un parking extérieur éclairé et sécurisé, des infrastructures côté ville et piste, nouveau terminal passager, bâtiments de secours et lutte anti-incendie et toutes les spécificités techniques. Les travaux pourront se dérouler durant 36 mois. Ensuite, il est revenu sur le projet de réhabilitation et de l'élargissement de l'aéroport international de Lubumbashi-Loano par l'entrepreneur Souma Insat Tikaret. Ces projets comprennent la construction d'un aérogare de 8 000 m² pouvant accueillir jusqu'à 1 million de passagers par an, la réhabilitation et l'extension de cet aéroport, ainsi compris les infrastructures côté ville et pistes, nouveau terminal passager, bâtiment cargo et d'autres détails qui en feront un aéroport moderne. La durée de travaux est prévue de 20 mois. Les entrepreneurs chargés de réaliser ces projets ont été choisis au regard de leurs expertises et expériences dans les domaines de construction et des infrastructures aéroportuaires et connues internationalement. Note d'information relevant du secteur des hydrocarbures. Le ministre des hydrocarbures a présenté au Conseil 2 notes d'information. La première portant interdiction d'affrètement des navires blacklistés en République démocratique du Congo dans l'intérêt supérieur de la nation et pour assurer la transparence, la sécurité et l'intégrité de son secteur pétrolier. Il a motivé la nécessité d'instruire officiellement les transitaires officiels de proscrire sans délai l'affrètement ou l'accès aux eaux congolaises de tout navire répertorié comme blacklisté. Cette disposition de nature conservatoire sera immédiatement réversible si la conformité est prouvée par l'opérateur concerné. Cette mesure permettra de mieux prévenir la fraude et l'évasion fiscale en bloquant tout moyen de fuite ou de dissimulation de cargaison, renforcer la surveillance maritime et imposer le respect des normes internationales reconnues, limiter les risques environnementaux en écartant les pétroliers vétustes susceptibles de provoquer des marées noires ou des rejets polluants dangereux pour la biodiversité et l'économie locale. La présente mesure, a-t-il insisté, répond à l'urgence d'encadrer les exportations pétrolières dans l'attente des conclusions définitives de l'audit global sur les secteurs. Elle n'a pas vocation à bloquer toutes les activités commerciales légitimes, mais au contraire à encourager une exploitation plus rigoureuse et transparente de ressources nationales. Cette interdiction répond également à l'obligation de sauvegarder au mieux les intérêts stratégiques de la République démocratique du Congo, tout en maintenant la possibilité pour tout opérateur transparent de prouver régulièrement la conformité de sa flotte et la légitimité de ses opérations. Le deuxième point porté sur la reprise et la modernisation du terminal pétrolier de Mwanda, mise en place d'un modèle d'actionnariat public-privé pour le remplacement du FSO Kalamu. À ces propos, le ministre des Hydrocarbures a indiqué qu'outre l'alignement aux standards internationaux, la démarche de refonte du terminal pétrolier de Mwanda et les remplacements du Floating Storage and Offloading Kalamu s'inscrit
dans une vision en long terme, visant à aligner la RDC sur les standards internationaux, à renforcer les niveaux de contrôle sur les exportations et la quantification de volume de produits bruts et commercialisés, développer l'expertise nationale, le respect des normes de sécurité environnementale et d'optimiser la rentabilité du secteur par une meilleure maîtrise de la chaîne de valeur. Quant au modèle de l'actionnariat, il a soutenu que les options en étude envisagent notamment un actionnariat mixte avec les actuels producteurs du bassin côtier, mais également l'ouverture à d'autres partenaires, dont principalement la Sonatrach, mais aussi la société fournissant un FSO récent et moderne. Les ministres des hydrocarbures sollicitent l'approbation du gouvernement pour engager les études juridiques, techniques et financières et lancer officiellement les projets de remplacement du FSO sous la forme d'un partenariat public-privé assurant la modernisation du terminal de Moanda et la préservation des intérêts du pays. Ce projet revêt un caractère stratégique pour la souveraineté, la transparence et la transformation industrielle de la RDC, en cohérence avec la vision du président de la République pour une gestion responsable et efficace de nos ressources naturelles. Note d'information relevant du secteur de droits humains. La ministre des Droits humains a saisi le Conseil au sujet de la béatification de M. Floribert Boinanchoui, martyr de l'intégrité morale prévu le 15 juin 2025 prochain à Rome au Vatican en présence du Saint-Père le pape Léon XIV. Elle a rappelé que ses compatriotes étaient un jeune Congolais de 26 ans, membre de la communauté catholique Saint-Égidio, fonctionnaire à l'Office congolais des contrôles, chargé de vérifier la conformité des marchandises à la frontière à Goma en tant que chef de bureau. Le 7 juillet 2007, il fut enlevé, torturé, puis assassiné à Goma en raison de son engagement contre la corruption et la mise en danger de la population. Après avoir été torturé par ses geôliers, il a été retrouvé ligoté avec de mutilations, en ce qui témoigne de la barbarie extrême dont il a été victime. Son décès est considéré comme un martyr de l'honnêteté et de la moralité. La ministre des Droits humains, avec d'autres membres du gouvernement, feront partie d'une délégation qui participera aux activités prévues à ces propos au Vatican. Au troisième chapitre du Conseil des ministres de ce jour, relatif à l'approbation d'un relevé des décisions, les membres du Conseil ont approuvé les relevés des décisions prises lors de la 45e réunion ordinaire du Conseil des ministres, du vendredi 30 mai 2025. Au dernier chapitre du Conseil des ministres de ce jour, relatif à l'examen et à l'adoption de ces textes, 1. Projet des décrets relevant du secteur de l'environnement, la ministre d'État, ministre de l'Environnement et du Développement durable, a soumis au Conseil pour examen et adoption le projet des décrets fixant les normes environnementales spécifiques de rejet dans les milieux récepteurs pour l'évaluation de la conformité environnementale des installations classées. Ce texte est une réponse à la nécessité de définir les normes environnementales évoquées par le président de la République au cours de la 43e réunion du Conseil des ministres du 9 mai 2025. Il vise aussi à lutter efficacement contre la pollution et à protéger l'environnement. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ces projets de texte. Projet de texte relevant du secteur de l'industrie, le ministre de l'Industrie a présenté au Conseil le projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 17/001 du 8 février 2017 fixant les règles applicables à la sous-traitance dans les secteurs privés. Les nouveautés majeures apportées par les travaux de la relecture de la loi sur la sous-traitance dans les secteurs privés sont les suivantes. Clarification de concepts avec les définitions de tous les concepts clés, affirmation dans les textes de loi du rôle de l'ARSP en tant qu'autorité chargée des contrôles et de la mise en œuvre, l'éligibilité de l'exercice des activités des sous-traitances et d'autres points qui ont fait l'objet des discussions au niveau d'abord de la commission ECOFIN avant d'être discuté encore à nouveau au Conseil des ministres de ce jour. Le deuxième projet portait quant à lui sur le contenu local
Il vise notamment à offrir pour la première fois à la République démocratique du Congo un cadre légal devant régir l'ensemble des aspects du contenu local, définir l'action des pouvoirs publics en vue de favoriser une plus grande implication de nationaux dans tous les secteurs économiques majeurs, renforcer l'implication du pouvoir public dans la chaîne de valeur, créant ainsi un sentiment d'attache à la souveraineté nationale. Déterminer les obligations de l'État dans la mise en œuvre d'un plan national du contenu local, promotion de contrats de franchise et du mentorat. Après débat et délibération, les conseils a adopté ces deux projets de texte. Projet de loi des ratifications relevant du secteur de finances. Les ministres de Finances a soumis au Conseil pour examen et approbation 4 projets de loi de ratification. Le premier portant autorisation de la ratification de l'accord de prêt numéro 78/03 du 28 mai 2025 conclu entre notre pays et l'Association internationale de développement au titre du projet de résilience contre les inondations urbaines pour un montant de 200 millions de dollars. 2. Projet de loi autorisant la ratification de l'accord de crédit 78/01 et 78 du 28 mai 2025 conclu entre la RDC et l'Association internationale de développement au titre du premier appui budgétaire sur la gouvernance, la transparence et la résilience économique de la RDC pour un montant de 600 millions de dollars américains. Projet de loi de ratification de l'accord de crédit 7816ZR et de l'accord de crédit 6815 du 4 juin 2025 conclu entre la République démocratique du Congo et l'Association internationale des développements au titre de financement du projet de développement INGA 3 de l'approche programme à phase multiple pour un montant de 250 millions de dollars américains. Projet de loi autorisant la ratification de l'accord de crédit numéro 7818ZR et de l'accord de crédit 7817 du 4 juin 2025 conclu entre la République démocratique du Congo et l'Association internationale des développements au titre du projet des développements de transport et des connectivités pour un montant respectivement de 115,2 millions de dollars américains et 225 millions de dollars américains. Rappelons qu'en début du Conseil de ministres, le président de la République avait tenu à féliciter la ministre des Affaires étrangères et tous les diplomates qui ont travaillé pour que la République démocratique du Congo soit élue comme membre du Conseil de sécurité des Nations Unies. Commencé à 15h21, la réunion du Conseil de ministres a pris fin à 18h01. Je vous remercie.